Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Alors aujourd'hui, nous avons un épisode un petit peu particulier, puisque j'ai souhaité répondre à toutes vos questions, afin de vous permettre de mieux me connaître, de mieux savoir ce que je fais avec les Montessori 7, comment nous vivons l'instruction en famille, la pédagogie Montessori. Et donc je vous ai demandé sur Facebook et sur Instagram de me poser toutes vos questions. Et mon mari, Henri, a très gentiment accepté de faire le tri dans les questions, de regarder un peu tout ça, et pour rendre les échanges un peu plus vivants, d'être là ce soir pour me poser les questions. Alors, vraiment merci, parce que je sais que ça te coûte de parler dans un micro. Pour tout vous dire, dans notre couple, il y a un peu la pie bavarde, et puis... l'ours taciturne, ou comment est-ce que tu te définirais? Oui, disons que tu assures les dialogues. J'assure le dialogue, ok. Ce soir, tu vas quand même les assurer un minimum, puisque tu vas poser les questions. Et donc, voilà, il est tard le soir, les enfants sont couchés, on est tous les deux autour d'une bonne tisane, comme un couple de petits vieux. Et voilà, une soirée romantique, en fait, en couple, non? Non. Bon, eh bien, allons-y, chérie. Tu Alors, peux me poser les questions que ce tu veux. qui, ce qui m'apparaît comme étant les premières questions, hein, ça tourne autour de notre famille elle-même. Hein. Combien as-tu? Donc, combien avons-nous d'enfants? Et puis, qu'est-ce qui nous a conduit à avoir une famille qui reste une assez grande famille avec nos 5 enfants? 5 enfants plus 2 chats. Plus de chats. On commence à être 9 à la maison. Alors, donc nous avons 5 enfants. François qui a 10 ans, Elisabeth qui en a 8, Stanislas qui a 5 ans, Aliénor, une petite fille de 2 ans et demi, et un bébé, Étienne, qui a 6 mois. 6 mois et demi. Nous avons donc 2 chats, comme je le disais, Nono et Alérion. Et alors, je ne peux pas dire qu'on avait prévu d'avoir 5 enfants quand on s'est mariés. Moi-même, je viens d'une famille de 3 enfants et j'avais envie d'en avoir un de plus, donc 4. Et toi-même, si tu te souviens bien, en venant d'une famille de 4 enfants, tu en voulais un de plus, c'est-à-dire 5. Donc on peut dire que c'est toi qui as gagné en fait. Voilà, et j'aime bien gagner. Donc voilà pour notre famille. Maintenant, parlons pédagogie, puisque hein, c'est le cœur de ton activité. Alors pourquoi l'IEF et pourquoi Montessori pour l'IEF? Oui, alors l'IEF déjà pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est instruction en famille. C'est ce qu'on appelle souvent dans le langage courant l'école à la maison, tout bêtement. Alors, est-ce que tu te rappelles quand nous avons eu notre premier enfant, et puis 2 ans après, nous nous sommes posé la question évidemment de l'école dans laquelle nous allions le mettre. Et moi-même, petite fille, j'étais allée dans des classes Montessori, et j'ai fait quasiment toute ma maternelle et mon primaire dans des classes Montessori. On habitait dans la même ville pourtant, mais on n'allait pas à la même école. Et l'école dans laquelle j'allais avait pour tous les niveaux une classe Montessori. C'était des classes multiniveaux. Et j'avais adoré. J'avais vraiment passé un très bon moment. J'en ai gardé un excellent souvenir. Et donc, quand nous avons eu notre aîné et qu'il était temps qu'il aille à l'école, on s'est posé la question d'une école Montessori. Et à l'époque, on habitait à Aix-en-Provence, enfin à Puy-Ricard, à côté d'Aix-en-Provence. Et on avait la chance d'avoir une école Montessori juste à côté de notre maison, à 10 minutes de chez nous, et puis à un tarif abordable. Parce qu'il faut le dire, souvent les écoles hors contrat sont chères. Donc François y est allé de 2 ans et demi à 3 ans et demi. Et est-ce que tu te rappelles à quel point il était heureux d'y aller le matin quand on le déposait? Oui, oui, évidemment. Oui, on sortait de la voiture et il allait en courant pour mettre ses chaussons, rentrer dans la salle de classe. Et il était incroyablement épanoui là-bas. Et à la fin de l'année, il faut dire que tu es militaire. Et à la fin de l'année, nous avons dû quitter Aix-en-Provence pour Toulon. Et là, à Toulon, il n'y avait plus d'école Montessori. Donc nous avions
enfin, nous avions, c'était essentiellement moi, puisque toi en tant que militaire, tu travaillais déjà beaucoup, mais j'avais le projet de fonder une école Montessori sur Toulon. C'est là que je me suis formée, c'est là que on a démarré l'instruction en famille le temps de monter cette école. Je pensais me donner 1 ou 2 ans pour finir de la monter. Et sauf qu'entre-temps, on a pris goût à l'IEF et puis on a appris qu'on allait requitter Toulon peu de temps après. Donc ça n'avait pas beaucoup de sens de monter une école pour repartir dans la foulée. Et à ce moment-là, on a décidé de continuer en instruction en famille. Ça nous convenait bien. On avait trouvé à peu près notre rythme. Et enfant après enfant, on a continué en rajoutant, voilà, en élargissant un peu notre salle de classe, notre ambiance Montessori à ces différentes tranches d'âge, puisque maintenant, donc, on a des enfants à la fois dans l'ambiance nido, à la fois dans l'ambiance communauté enfantine, dans l'ambiance maison des enfants, et nos 2 aînés dans l'ambiance école élémentaire Montessori. Donc on a vraiment des enfants dans ce qui correspondrait à toutes les ambiances montessoriennes à l'école. D'accord. Alors là, j'ai une question qui me vient et que, donc, que je ne comprends pas, mais je pense que tu vas pouvoir expliquer ça et que si elle est posée, c'est qu'elle fait du sens, qu'elle a du sens pour beaucoup. Est-ce que tu as déjà fait du co-schooling? Ça veut dire que tu ne lis pas mon blog. Euh, le co-schooling, c'est vrai que c'est un terme qui est nouveau pour quelque chose qui se fait depuis toujours en fait. Certains parents font le choix de compléter les apprentissages de leurs enfants par des activités à la maison. Mais ça s'est toujours fait. Certains parents suivaient attentivement les devoirs de leurs enfants, leur proposaient des activités complémentaires, les emmenaient faire d'autres sorties culturelles, et leur apprenaient des choses à la maison. C'est ce qu'on appelle le co-schooling, où l'école et les parents instruisent tous les deux, enfin donc les parents d'un côté, l'école de l'autre, les enfants. Concrètement, non, nous n'avons jamais fait de co-schooling, puisque la première année, François était en école Montessori, et puis dans un niveau qui aurait correspondu à la toute petite section de maternelle. Donc, bah, est-ce qu'on faisait du co-schooling à l'époque? Non, je ne pense pas qu'on puisse parler de co-schooling, surtout à cet âge-là. Et ensuite, bah, nous avons directement basculé dans l'IEF, un peu par hasard, mais c'est ce qui nous a plu au final. Donc le co-schooling, ça me paraît une très bonne chose, mais je ne pense pas que ça nous conviendrait à nous, parce qu'avec 5 enfants, le rythme familial est déjà de fait intense pour n'importe quelle famille avec 5 enfants. Et si après l'école, on devait faire des séances de travail avec nos 5 enfants, leur proposer des activités supplémentaires, etc., je pense que ce serait compliqué. En tout cas, je ne crois pas que ça nous conviendrait à nous. Ou alors on ferait du co-schooling avec 1 ou 2 enfants, pour qui on ressentirait particulièrement ce besoin-là. Mais je comprends que ça tente beaucoup de familles, parce que ça paraît moins radical que l'instruction en famille, ça paraît être un bon équilibre. D'accord, donc revenons à l'IEF Montessori. Tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure. Comment est-ce que tu t'es formé? Parce que bon, en matière de Montessori, on est finalement beaucoup moins cadré que si on s'abonne à un cours, type cours du CNED par exemple. Oui, tout à fait, on n'a jamais suivi de cours par correspondance. Il fallait que je m'imprègne de la progression montessorienne, que je sache comment présenter les activités. Et puis j'ai découvert au fur et à mesure de mes formations que justement l'essentiel n'était pas les activités ni le matériel, mais vraiment la posture de l'adulte, l'attitude de l'éducateur, l'ambiance de travail qu'on instaurait. Alors j'ai commencé par me former à Aix-en-Provence, à côté de... Alors, pour clarifier les choses, l'école dans laquelle notre fils est allé euh, avait quasiment toutes ses éducatrices qui étaient passées par le même centre de formation. Donc c'est là que je me suis formée. J'ai commencé pendant l'été à suivre un premier stage pour pouvoir me lancer dès septembre. Et tout au long de cette première année d'IEF, je me suis formée. Donc ça a duré voilà, un certain nombre de week-ends sur l'année où j'allais me former. J'ai enchaîné ensuite pas mal de stages en 3-6 ans et en 6-12 ans dans ce centre de formation qui s'appelle en réalité l'association Aide à la vie, mais que tout le monde connaît sous le nom de La Source Montessori, parce que ça s'appelait La Source Montessori il y a longtemps, avec Yvette Ponce et Catherine Michalski. Elles ont donc été mes premières formatrices, avec Sylvie aussi, dont j'ai oublié le nom de famille malheureusement. Elles ont été mes premières formatrices, mais pas les seules, parce que je considère qu'on n'a jamais fini d'apprendre, déjà, et puis que quand on se forme à un seul endroit, dans un seul centre de formation,
souvent on voit la pédagogie Montessori sous un seul angle. Et j'ai trouvé vraiment intéressant de me former aussi auprès d'américaines, auprès d'une néerlandaise aussi, d'une australienne, parce que toutes, elles avaient une approche différente de la pédagogie Montessori. Je me suis aussi formée un peu plus tard, ce qui est paradoxal parce qu'on a commencé par avoir des bébés évidemment, mais je me suis formée un peu plus tard en 0-3 ans, cette fois-ci avec Enfance Positive tout d'abord, qui est un centre de formation luxembourgeois. Donc là, je me suis formée en ligne et je me suis surtout formée en 0-3 ans ensuite avec Nashita. Donc je me suis reformée en 0-3 ans parce que je n'étais pas totalement satisfaite de ce que j'avais appris et je ne le regrette pas. Et je trouve qu'à chaque fois que je me reforme, même y compris sur les mêmes sujets, je découvre de nouvelles choses, j'approfondis de nouvelles choses et c'était d'autant plus important pour moi que maintenant je forme des gens. Donc il ne s'agit pas seulement d'approfondir la pédagogie Montessori pour moi et pour nos enfants, mais aussi de pouvoir répondre aux difficultés, aux questions, voilà, d'autres familles qui sont dans d'autres situations. Et donc, il fallait que j'aille plus loin. Oui, et enfin, au-delà des formations donc en présentiel hein, ou via des visioconférences, tu as aussi accumulé une bibliothèque gigantesque autour du monde de Montessori, alors beaucoup en anglais, hein, j'ai l'impression. Alors, pas les livres de Maria Oui, Montessori, puisque là, évidemment, on a beaucoup de traductions françaises. Pas pour tout, malheureusement. Donc, la base, pour moi, dans une bibliographie montessorienne, ce sont les livres de Maria Montessori. Et puis, effectivement, quand on fait les bouquinistes, dès qu'il y a un livre sur l'éducation, que ce soit sur Victor, l'enfant sauvage de l'Aveyron, ou la dyslexie, ou l'autisme, ou quoi que ce soit, à chaque fois, c'est vrai que je suis attirée. Donc, je continue à lire, pas autant que je le voudrais, malheureusement. Mais c'est vrai que je profite beaucoup des ouvrages anglo-saxons qui ne sont pas toujours très connus en France, mais je m'intéresse énormément à la psychologie, et c'est vrai qu'ils ont beaucoup de livres récents sur la psychologie de l'enfant, mais aussi de l'adulte, avec des choses vraiment passionnantes qu'on peut apprendre d'eux. Alors souvent les livres sont traduits, mais c'est vrai que voilà, comme je lis très bien l'anglais, comme quand je peux, je les lis en anglais. d'accord. Alors revenons un peu plus à notre famille. Donc nous menons tu mènes l'instruction en famille pour nos enfants qui ont actuellement donc jusqu'à 10 ans, 10 ans tout juste. Voilà, jusqu'à quand est-ce que cela va continuer quoi? Hmm. Alors ça, tu le sais, on se pose la question tous les ans, en fait. C'est vrai que certaines familles sont totalement opposées à l'école, et ça n'est pas notre cas, ni à l'un ni l'un ni l'autre. Donc tous les ans, on se repose la question à la fois entre nous, entre parents, et aussi avec les enfants. Et jusqu'ici, ils n'ont pas envie de retourner à l'école. Enfin, je dis de retourner pour François. Elisabeth, ce serait d'y aller. Euh, Ils ont pu goûter à l'école. François et Elisabeth y ont passé chacun une semaine. François y a passé une journée, en plus une autre année. Pour l'instant, ils préfèrent l'instruction en famille. Alors, on n'en a pas encore reparlé pour l'année prochaine, mais voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je n'ai pas l'impression qu'on soit parti pour une rescolarisation l'année prochaine. En revanche, dans 2 ans, c'est vrai que François sera en âge de rentrer au collège. Et là, je pense qu'on se posera doublement la question. Ben, ça fait des années qu'on en parle, hein, d'ailleurs. On se posera doublement la question. Parce que c'est vrai que l'adolescence, c'est un âge où les enfants ont besoin d'être dans des groupes de pairs, de se faire des groupes d'amis en qui ils ont presque plus confiance que leurs parents. C'est normal et c'est naturel. Est-ce que est-ce que ça ne serait pas le bon moment pour scolariser au moins François? Est-ce qu'on le fera dès la 6e? Est-ce qu'on attendra un an? Je ne sais pas. Ce sont des questions qu'on se posera, évidemment. Ça dépendra aussi de François et ça dépendra de ses capacités sociales, je dirais. Est-ce que justement, de son développement social, est-ce qu'il sera prêt? Est-ce qu'il sera en demande à ce moment-là d'être en relation avec un groupe de pairs principalement, plutôt qu'avec sa famille principalement? Même si, de toute évidence, il a plein d'amis de son âge, etc. Mais tu vois, d'avoir dans la journée la fréquentation principale d'un groupe de pairs ou dans la journée la fréquentation principale de sa famille.
Très bien. Dans tous les cas, oui, ce sont des décisions qui se prennent à deux. Et justement, À trois même, avec l'enfant. À trois même, avec l'enfant évidemment. Justement, tu as énormément de questions sur le rôle du papa. Sur toi. Entre autres, oui, sur moi. Donc bon, je vais te laisser y répondre en premier. Quelle est ma place en général? Ma place peut-être un petit peu particulière en ce moment, puisque en ces temps de confinement, je reste à la maison. Oui, alors comme je le disais tout à l'heure, donc tu es militaire, nous sommes actuellement en région parisienne, ce qui implique des trajets assez longs. Tu travailles à plein temps et généralement quand tu pars le matin, les enfants sont en train de se lever ou ne sont pas levés et quand tu rentres le soir, ils sont en train de finir de dîner et une demi-heure après, ils sont couchés. Donc c'est vrai qu'en semaine, tu es assez peu présent. Et au niveau de l'instruction en famille, c'est vraiment moi qui la gère. Du coup, nous travaillons tous les matins. En revanche, le week-end, je dirais que les choses s'inversent un peu. C'est-à-dire que tu es très présent pendant les week-ends. Voilà, certains parents sont présents physiquement, mais pas présents à 100% mentalement, ils ne sont pas pleinement disponibles. C'est vrai que le week-end, tu passes énormément de temps avec les enfants, à jouer avec eux. Et puis, au niveau de l'organisation familiale, de la maison, tu fais énormément de choses à la maison. J'ai jamais considéré que j'étais responsable de la maison et que tu m'aidais. Parce que j'entends souvent ça, est-ce que ton mari t'aide? Et en fait, non, on peut pas dire que tu m'aides. Quand on voit qu'il y a quelque chose à faire, toi ou moi, on le fait. Et puis on s'en sort, au final, tout finit par être fait. Mais par exemple, tu fais énormément de lessive, même si c'est plutôt moi qui gère les courses. Voilà, on a trouvé un équilibre comme ça. Alors je disais qu'au niveau de l'instruction en famille, c'était plutôt moi qui la gérais. Là, je parle de la partie plus formelle. Parce que concrètement, le week-end, on sort. On sortait avant le confinement, beaucoup. On allait se promener dans la nature, on allait voir des musées, on allait visiter des choses. Et là, évidemment, tu avais beaucoup à apprendre aux enfants, beaucoup à leur transmettre. Et puis comme tu es passionné d'histoire, tu leur transmets aussi des choses un peu différentes de ce que moi je peux leur transmettre. Alors je sais pas si tu aurais des choses, toi, puisque tu es le premier concerné, à rajouter. Non, très bien. Reste. La pie a parlé, l'ours se tait. Voilà. Alors, voilà pour l'aspect instruction en famille. Maintenant, je sais plus sur ton activité, sur les Montessori 7. Donc, qu'est-ce qui t'a conduit à créer le Montessori 7 et donc à poursuivre ça, en plus de l'instruction en famille, en plus de toute notre vie familiale, quoi. Alors, comme tu le sais, j'ai toujours travaillé, en fait, et j'en ai toujours vraiment ressenti le besoin. Alors, au départ, quand on s'est mariés, au début de notre mariage, je faisais une thèse de mathématiques, et donc je m'orientais plutôt vers la recherche et l'enseignement en logique mathématique et informatique. Et puis je me suis aperçue que je trouvais ça intéressant, mais que je n'avais pas envie d'y passer ma vie. À ce moment-là, je crois que j'étais enceinte d'Elisabeth. C'est toujours pendant les grossesses que j'ai développé des nouveaux projets. Je me suis reconvertie dans la traduction. Et donc pendant, que je ne dis pas de bêtises, 6 ans, je crois, j'ai été traductrice. Y compris donc pendant une bonne partie des années où nous faisions l'instruction en famille. Donc je travaillais l'après-midi, le soir, à différents moments. Et il y a, alors faut pas dire de bêtises, en fin 2016, j'ai créé les Montessori 7. Alors c'est un projet qui me trottait dans la tête depuis longtemps. En fait, depuis une matinée d'hiver, si je ne dis pas de bêtises, à Toulon, où on s'était donné rendez-vous avec 2 autres mamans pour partir en voiture, suivre une des formations de Montessori que je suivais à l'époque. Et je crois qu'il était 6h du matin quand je me suis levée. Et j'ai dû allaiter un de nos enfants, partir avec le tire-lait. Enfin bon, c'était pénible, un samedi matin, le seul jour où je pouvais faire la grasse matinée. Et dans la voiture, on a eu cette conversation et on en a discuté avec les 2 autres mamans et je leur ai dit, mais quand même c'est incroyable. Aujourd'hui, on a YouTube, on a des vidéos en ligne. Pourquoi est-ce qu'on doit se déplacer pour aller suivre cette formation? Est-ce qu'on ne pourrait pas la suivre de chez nous? Et évidemment, à l'époque, j'étais moi-même débutante, je commençais à me former. Mais cette idée m'est restée dans la tête. Et comme plusieurs années après, de nombreuses années après, il n'y avait toujours rien de satisfaisant qui existait en la matière, j'ai décidé de le créer moi-même. Entre-temps, j'avais acquis de l'expérience
et en particulier l'expérience sur la mise en pratique de la pédagogie Montessori à la maison, alors que c'est vrai que la plupart des formations qu'on peut suivre consistent à appliquer la pédagogie Montessori dans des salles de classe, dans des écoles, et ça n'a pas grand-chose à voir. Comme je le disais tout à l'heure, chez nous, on mélange 5 ambiances différentes, donc c'est très très différent. Enfin, 4 ambiances différentes. Et donc ce projet a mûri pendant des années, jusqu'en 2016, où j'ai décidé de complètement arrêter la traduction et de créer les Montessori 7. Et en 2017, j'ai lancé les premières formations en ligne. Et puis voilà, depuis j'ai créé plusieurs formations, j'ai formé des centaines de mamans. Et je continue, mon projet est d'étendre les formations en 3-6 ans, en 6-12, en 0-3 ans, enfin d'avoir un panel de formations complet. Je pense qu'on en a pour des années encore, chérie, je suis désolée, avant que ce soit terminé. Oui, et donc dans ces formations, les enfants participent de façon active, devant et derrière la caméra également. Comment est-ce qu'ils vivent ça c'est un peu, voilà, ils ont un certain enthousiasme. Oui, Comment est-ce que tu peux nous en parler? Tu as entendu encore il y a 2 jours Elisabeth qui me réclamait de faire des vidéos avec elle, enfin qu'elle puisse tenir la caméra. Et Stan qui est venu me chercher dans mon bureau pour qu'on puisse faire une vidéo ensemble. Alors mes stagiaires le savent bien, dans mes premières formations, j'ai filmé les présentations d'activités Montessori avec François, qui me servait en quelque sorte de cobaye, parce que ça aussi c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne voit pas en formation. En formation, on prend toujours une des stagiaires comme cobaye, et elle joue l'enfant à qui on fait des présentations de Montessori. Et c'est toujours la source de plein de questions, parce que du coup, toutes les autres stagiaires autour se disent « Oui, mais si l'enfant fait ci, si l'enfant fait ça ». Et donc, je voulais, si c'était possible, pouvoir montrer ce que ça donnait dans la réalité, avec de vrais enfants. Et donc, on en a parlé, déjà toi et moi, parce que c'était nous les responsables légaux de nos enfants. Et comme on était d'accord sur le principe, on a ensuite demandé à nos enfants s'ils étaient d'accord. Donc, en l'occurrence, on a demandé à François s'il était d'accord de faire des vidéos avec nous. Ça lui a bien plu. D'ailleurs, au bout d'un moment, il en a eu assez. Et du coup, on a tourné quelques vidéos avec Elisabeth comme cobaye. Et c'est là, comme tu le dis, que François est passé derrière la caméra. Il avait envie d'apprendre comment on filme, comment on s'arrange pour synchroniser le son et l'image, parce qu'on a un micro-cravate, etc. Donc c'était très enrichissant pour lui. Et puis, un peu plus récemment, c'est Stanislas qui a pris le relais. Donc je tourne des vidéos avec Stanislas. Et Elisabeth a envie maintenant de passer derrière la caméra. Donc je pense que c'est enrichissant pour eux. Apparemment, ils y prennent beaucoup de plaisir. De toute façon, s'ils n'avaient plus envie de le faire, on trouverait un autre moyen. Oui, et puis je dirais même que de toute façon, s'ils n'avaient plus envie de le faire, ça se ressentirait extrêmement vite sur les multiples essais qui peuvent être faits pour faire une vidéo, quoi. Oui, oui. Alors, d'un côté, c'est aussi un des efforts qu'on fait, c'est-à-dire que on essaie d'éviter au maximum de refaire une vidéo avec les enfants. Mais c'est vrai que sur une formation, ça fait des dizaines et des dizaines de vidéos. Donc s'il commençait à se lasser, on le sentirait tout de suite. Puis de toute façon, on peut, enfin, c'est inimaginable de forcer un enfant à faire une présentation, à faire une vidéo. Oui. Alors tout cela, ça fait quand même beaucoup de choses. Alors il semble, plusieurs personnes sont d'accord et on parle que tu as un secret pour tout faire en même temps. Voilà, tu me l'as pas encore révélé, donc est-ce que peut-être tu peux le dire ici? Le fameux secret révélé en exclusivité ce soir. Non, j'ai beau chercher, je suis désolée. J'ai peur qu'il n'y ait pas vraiment de secret. Je suis un petit peu déçu là. Oui, je pense que tu n'es pas le seul, hein. Moi aussi, je suis déçue. Non, alors, il y a quand même des principes de vie qui font que ça fonctionne. Mais il ne faut surtout pas idéaliser ce que je fais ou notre vie. Alors, toi, tu le sais bien, puisque tu le vis au quotidien. Je pense que, forcément, entre les réseaux sociaux, les sites internet, l'image qu'on projette à l'extérieur, les gens peuvent s'imaginer que moi-même, mais plein d'autres blogueuses ou formatrices, etc., mènent des vies absolument parfaites. Alors au niveau de la maison, déjà, je pense que ma grand-mère qui faisait 1 heure de ménage par jour et qui gardait sa maison absolument impeccable se retournerait dans sa tombe si elle voyait notre maison.
Donc clairement, je pense que le principe de base, c'est d'abandonner tout perfectionnisme. Il faut choisir ses priorités. Ma priorité n'est pas que nous ayons des vêtements repassés. Ma priorité n'est pas que la maison soit rutilante en permanence. Voilà, on fait certains choix. Certaines familles aussi font le choix de, je ne sais pas, de se nourrir exclusivement de leur potager, de faire très attention à leur alimentation, etc. Nous, notre choix s'est porté surtout sur l'éducation des enfants. Et pour moi, c'est d'ailleurs très similaire. C'est-à-dire que, en tant que parents, on a la responsabilité de prendre soin de nos enfants, de les nourrir physiquement, de les nourrir intellectuellement. Et ces responsabilités-là, on peut les déléguer ou non. À la base, on est censé leur donner des vêtements. Donc autrefois, les parents fabriquaient les vêtements de leurs enfants, les confectionnaient eux-mêmes. Aujourd'hui, certaines familles le font encore. Nous achetons des vêtements tout faits, prêts à porter. Certaines familles font leur pain, font leur yaourt, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Enfin, font tout elles-mêmes, ont des tas de conserves qui sont issues de leur potager, etc. Ça n'est pas notre cas. Nous achetons au supermarché. Et pour moi, pratiquer l'instruction en famille, c'est simplement avoir fait le choix d'assumer cette responsabilité de l'instruction jusqu'au bout, plutôt que de la déléguer à l'école. Et pour moi, c'est totalement comparable au fait de faire son pain plutôt que d'acheter le pain chez le boulanger. Et chaque famille va avoir des priorités différentes. Donc pour nous, c'est l'instruction, l'éducation. Mais du coup, évidemment, on passe moins de temps sur d'autres choses. En particulier, oui, le rangement ou même la propreté de la maison. Enfin, elle est relativement propre, mais elle n'est jamais impeccable. Et puis, il y a des périodes dans la vie aussi, des périodes où on s'est plus concentré sur l'instruction en famille. Je dis on parce que souvent tu me pousses aussi à équilibrer ces temps-là. D'autres périodes où je consacre plus de temps au Montessori 7. Voilà, ça fonctionne par période. La dernière chose que j'ajouterais, c'est que je ne suis pas toute seule. Déjà, nous sommes un couple, nous sommes deux. Et ça, je pense que c'est fondamental, vraiment fondamental. Mais derrière, en plus, nous avons de l'aide. C'est quelque chose dont on ne parle pas souvent parce que parfois on a honte de dire qu'on emploie quelqu'un chez soi, on a peur d'être snob, mais on a une femme de ménage qui vient 3 heures par semaine, qui est remarquablement efficace et qui nettoie toute la maison. Et puis on a, alors bon, tout ça c'est habituellement, hein, c'est en dehors des temps de confinement, mais on a habituellement une nounou qui vient 10 heures par semaine et qui entre autres accompagne les enfants à leurs multiples activités, ce qui moi me dégage du temps pour travailler, tout en restant concentré. Et puis là, évidemment, pendant cette période de confinement, on a adopté un rythme un peu différent, mais bon, je pense que ça, si les personnes veulent en savoir plus, elles pourront aller écouter le podcast Une semaine dans la vie d'une famille EF. Donc voilà, si ça vous intéresse, il y a un autre podcast en ligne, Confinement, une semaine dans la vie d'une famille EF, où vous pourrez en savoir un peu plus sur notre rythme, qui a été un peu chamboulé depuis le début de ce confinement. D'accord, alors tu as déjà un petit peu répondu, mais il y a des moments qui sont plus faciles et d'autres moments plus difficiles. On peut penser par exemple les fins de grossesse ou les débuts de naissance, hein, pour ce qui nous est arrivé plus récemment, où effectivement c'est pas forcément évident de mener tout de front. Et enfin même de mener une seule chose. Une seule chose déjà. Déjà de faire une chose, de faire quoi que ce soit, ça devient difficile. Alors c'est vrai que j'ai toujours eu des grossesses, enfin toujours, de plus en plus j'ai eu des grossesses pénibles et difficiles où j'étais très malade. Donc c'était des périodes où j'étais ralentie. Heureusement, on a plutôt eu des enfants qui faisaient leur nuit vite et bien. Donc j'ai pu davantage récupérer après les naissances. Mais là, je crois qu'il faut être très indulgent envers soi-même et puis relativiser beaucoup de choses. C'est-à-dire que dans ces périodes-là, on a moins travaillé en IEF et j'ai moins travaillé pour les Montessori 7. Mais pour l'IEF, il faut bien se dire qu'à l'école, les enfants ont 2 mois de vacances l'été, plus 15 jours toutes les 6 semaines, à peu près. Bon, chez nous, on travaille pendant la plupart des vacances scolaires. Les petites vacances, tout ce qui... Alors, on ne travaille pas pour Noël, mais on travaille pendant les vacances de la Toussaint, on travaille pendant les vacances de Pâques, etc. Et pendant l'été, on ne reste jamais 2 mois sans travailler.
Souvent, on part dans nos familles respectives, enfin, on part une semaine dans chacune de nos familles, et puis une semaine entre nous. Donc on a 3 semaines de vraies vacances où les enfants ne travaillent pas du tout, ce qui n'empêche pas d'apprendre plein de choses d'ailleurs, hein. Mais le reste des vacances d'été, généralement, on travaille. Donc quand il y a un événement un peu plus difficile à passer, bah, j'ai pas vraiment de scrupule à ralentir le rythme en fait. Et du coup, on prend nos vacances quand on a des raisons familiales de le faire plutôt que parce que, euh, parce que ce sont les dates imposées par l'État et que ça favorise l'industrie du tourisme. D'accord. Et ben, si on parlait un peu de vie, disons, de vie plus personnelle, de vie sociale, alors tu ne profites pas des sorties d'école, Non, mais j'ai disons, 15 sorties d'activité par semaine, donc ça va. voilà, enfin, est-ce que tu prends le temps de prendre soin de toi? Comment est-ce que nous prenons le temps pour nous comme couple? Hmm. Enfin, tous ces aspects-là. Alors, il y a vraiment 3 degrés pour moi. Avant tout, il faut savoir que je suis, comme toi d'ailleurs, hein, plutôt très introvertie. Alors, introvertie ne veut pas forcément dire timide. Ça vous paraîtra peut-être bizarre qu'une introvertie se lance dans un podcast. Mais en fait, introvertie, ça veut dire qu'on se ressource, toi comme moi d'ailleurs, beaucoup plus facilement dans la solitude ou dans de tout petits groupes. Typiquement, en face à face, on est très bien. Un petit groupe de 3-4, on est très bien. Dans une grande foule, une grande assemblée, c'est pas qu'on ne s'amuse pas, mais c'est épuisant en fait. Moi, j'aime beaucoup aussi les grandes fêtes avec beaucoup de monde, mais j'en ressors épuisée. Du coup, alors il faudrait surtout pas faire une généralité sur les familles EF. Je pense qu'on est plus renfermé en quelque sorte que d'autres familles EF qui ont tout le temps quelqu'un chez elles ou qui sont tout le temps chez quelqu'un d'autre. On est bien en famille et je n'aime pas trop sortir avec trop de monde. Donc au niveau de la vie sociale, j'aime bien qu'on puisse sortir avec un autre couple ou 2 autres couples. On aime beaucoup les jeux de société, donc les soirées jeux de société, ça donne souvent une bonne occasion de sortir. Et puis, au niveau de la vie sociale, j'appelle régulièrement de très bonnes amies. Alors c'est amusant parce que généralement, on ne s'appelle pas souvent, mais on s'appelle toujours très longtemps. Voilà. Et personnellement, ça me convient. Alors je suis consciente que pour beaucoup de gens, ça va paraître très restrictif et que certaines personnes seraient folles hein, de vivre comme je le vis. Mais en fait, pour moi, à la maison, avec déjà 5 enfants, il y a presque trop de monde pour que je puisse complètement me ressourcer. Donc, je ne ressens pas le besoin d'avoir une vie sociale trop remplie. En revanche, notre vie de couple, pour moi et pour toi, hein, j'imagine Mhm. aussi, est quelque chose de fondamental. Tel que je vois les choses, pour moi, le couple est vraiment ce sont vraiment les fondations de la famille. Et c'est la priorité. Donc, on prend souvent des soirées entre nous, où on sort, on va au cinéma, on va au restaurant, ou on ne sort pas. Ça s'est arrivé aussi régulièrement, par exemple parce qu'on avait un enfant en bas âge, là encore ces derniers mois, ou en ce moment parce qu'on n'a pas le droit de sortir, qu'on se fasse des soirées en amoureux à la maison. Généralement, on passe chez Picard, on passe chez le traiteur asiatique à côté de chez nous. On se fait un petit dîner en amoureux, on sort la porcelaine, on sort l'argenterie, on se fait beau comme si on allait au restaurant. J'allais dire, on regarde une comédie romantique, mais ça n'arrive plus, ça. C'est fini, c'était les premières années. Non, on regarde un bon film ensemble, on discute, et on prend du temps pour nous comme ça, et ça, c'est vraiment important. Et puis tous les jours, on se parle, on prend le temps de se parler. Comme je vous le disais, on aime beaucoup les jeux de société aussi, donc on joue souvent ensemble. Voilà. Et puis pour moi-même, donc c'est le troisième degré, la vie sociale, j'avoue elle est restreinte. Mais c'est ce qui me convient. Notre vie de couple, elle est vraiment importante. Et puis, il y a la façon dont je me ressource moi-même. Alors, en temps normal, en dehors de tout confinement, encore une fois, je prends régulièrement une demi-journée ou une journée complète pour moi, où je sors. Alors, quand je dis régulièrement, je prends quoi? Souvent une journée par trimestre entière, Mhm. où je pars toute la journée. Et souvent, je n'ai pas forcément de plan bien défini. Et justement, ce sont des journées où je me laisse totalement guider par mes envies du moment. Par exemple, je me dis, ah, voilà un musée, est-ce que j'ai envie d'y rentrer? Bon, bah, j'y rentre.
Où est-ce que j'ai envie d'aller déjeuner? Je vais aller déjeuner là. Voilà. Ce sont des journées pour moi. Et j'avoue que s'il y a une chose que je trouve vraiment agréable, c'est de pouvoir marcher dans la rue sans une nuée d'enfants autour de moi. Parce que j'ai toujours 5 enfants dans mon sillage. Et on se sent un peu encombrante en quelque sorte avec ces 5 enfants. Et c'est vrai que je me sens plus légère pendant ces journées-là. Et puis il y a toujours le temps après le déjeuner où je me repose. Les plus jeunes font la sieste. Les plus grands font un temps calme, ils lisent, ou alors ils jouent calmement séparément, par exemple au Lego. Et moi, je fais ce que j'ai envie de faire. Pendant une demi-heure, une heure, ça dépend des jours. Et puis voilà. Mais on s'en sort bien. Oui, j'ai l'impression plutôt bien. Alors, quelques petites questions supplémentaires, puisqu'on arrive un petit peu sur la fin du créneau que tu avais fixé. Ah oui, alors il faut savoir que moi, j'ai des difficultés à respecter les horaires. Mais alors Henri, lui, pas du tout. C'est mon maître en la matière. Donc, je l'ai chargé aujourd'hui de nous maintenir dans une durée inférieure à 45 minutes. Donc j'ai toute confiance en toi, chérie. D'accord. Parlons un petit peu écran, les écrans au quotidien pour toi et les enfants. Pour moi, c'était mentionné va- pour moi aussi. Oui, tout à fait. À Donc, cause des on formations. va commencer par les enfants, ça va être plus rapide. Alors c'est vrai qu'on a toujours limité les écrans autant que possible. Maintenant, je pense que toutes les familles qui ont 2, 3, 4 enfants adaptent rapidement leurs règles vis-à-vis des écrans. Et autant on était extrêmement rigoureux sur l'âge auquel les enfants commençaient à regarder la télé avec les aînés, autant on l'a moins été avec les derniers, il faut l'avouer. Alors malgré tout, on limite quand même beaucoup les écrans et je pense que c'est quelque chose d'indispensable. Parce que très vite, les enfants deviennent vraiment accros aux écrans, il n'y a pas à dire. Donc à l'heure actuelle, nos enfants regardent avec nous le mardi soir, allez, 3/4 d'heure, voire 1 heure de film. Alors quand je dis qu'ils regardent la télé, en fait techniquement ils ne regardent jamais la télé. Puisqu'ils regardent ou bien des DVD ou bien des films sur Netflix. Voilà, c'est tout en fait. Et donc le mardi soir on regarde quelque chose en famille. Donc on cherche un film familial. Et on est là, à côté, pour débriefer avec eux. Alors, certes, il y a Aliénor, qui a 2 ans et demi, qui regarde avec nous, souvent. Mais heureusement, comme tous les mardis soirs, on fait un apéro dînatoire en même temps, la plupart du temps, elle est quand même plus intéressée par les saucisses cocktail ou les morceaux de concombre qu'elle trempe, elle a fait quoi, dans le houmous et dans le tarama le même jour que par le film lui-même. Donc en général, elle est relativement peu attirée par les écrans. Les aînés, on les introduit progressivement au monde des écrans, aussi à travers l'ordinateur. Ils apprennent la programmation informatique. Ils suivent des tutoriels de dessin aussi sur YouTube. Et on regarde des documentaires parfois sur YouTube aussi. Voilà. Et puis, il arrive que dans la semaine, ils regardent un bout de film une deuxième fois. Mais au maximum, ils regardent un film 2 fois dans la semaine. Et je pense que c'est un bon équilibre. Parce que du coup, ils ne nous réclament jamais de regarder un film. Ce qui, pour moi, est un bon critère pour dire qu'ils ne sont pas accros. Et moi, c'est ça? Et voilà, c'est ça, c'était Et moi, est-ce l'autre que je partie de la suis question. accro? Bon, il faut quand même avouer que une bonne partie du temps que je passe devant les écrans est liée à mon travail, puisqu'en faisant des formations en ligne, de fait, je dois passer beaucoup de temps devant un ordinateur. Et puis, pour faire connaître les Montessori 7, pour faire connaître mon travail, ben, je suis présente sur un certain nombre de réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur pas mal de choses. Et ça peut être difficile, parfois. Je dirais que je fonctionne par vague. Il va y avoir des périodes où je sens que je vais passer trop de temps sur les écrans, surtout sur mon téléphone. Et puis d'autres moments où je vais totalement prendre du recul, être beaucoup moins présente. D'ailleurs, ça se voit sur la page des Montessori 7, la page Facebook. Il y a des périodes où je publie tous les jours et où je réponds aux commentaires très rapidement. Et puis d'autres périodes où je ne publie rien pendant 3 semaines. Parce que ce n'est pas là qu'est l'essentiel de mon travail. L'essentiel de mon travail, il est avec mes stagiaires. Et donc, quand je réduis le temps d'écran, je le réduis sur les réseaux sociaux, je le réduis sur des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est difficile. Je trouve que c'est difficile de leur montrer l'exemple parce que
voilà, nous-mêmes, on a grandi avec les ordinateurs, on a grandi avec les débuts d'Internet. Et voilà, on a autant de risques que les enfants de devenir accros. D'accord. Puis dernière petite question, est-ce que petite, je ne sais pas encore en fait, est-ce que tu te permets des écarts à la pédagogie Montessori? Ah, alors globalement, je suis plutôt une puriste, c'est-à-dire que je n'aime pas trop mélanger trop de pédagogie. Je trouve qu'il faut avoir une base pédagogique unique, et ensuite on peut intégrer 2 ou 3 choses autour de ça. On a quelques apports d'autres pédagogies dans notre salle de classe, c'est comme ça qu'on appelle la pièce où on travaille. Par exemple, nos plus grands ont des livres des siècles, ce qui vient de la pédagogie Charlotte Mason. On a aussi un Spielgaben qui vient de la pédagogie Froebel, enfin les jardins d'enfants créés par Froebel. Le Spielgaben était prévu au départ pour que nos plus jeunes puissent s'occuper de façon un peu plus indépendante, en faisant du jeu libre, pendant que je me concentrais sur les plus grands. Est-ce qu'on a d'autres... très récemment, pour nos derniers, j'ai un peu craqué sur des loose parts, qui sont issus de la pédagogie Reggio. Mais c'est plus pour le plaisir d'avoir de jolis objets dans notre salle de classe. D'ailleurs, souvent, on ne les sort pas dans la salle de classe, on les sort en dehors. Les loose parts, ce sont des petits objets... Comment expliquer ça? Loose parts, ça veut dire pièces détachées, littéralement en anglais. Ce sont plein de petits objets. Donc, on a des petits objets en bois, en forme de flamme, en forme de gouttelettes, en forme de champignons, de tout un tas de choses. Ce sont plein de petites pièces comme ça. Mais je dirais que c'est superflu, c'est vraiment pour le plaisir esthétique. Donc globalement, je pense qu'on est plutôt puriste, mais voilà, sans être fermé aux bonnes idées des autres pédagogies. Mais je pense que ça vient dans un second temps. Je pense qu'il faut d'abord avoir une bonne base dans une pédagogie, et ensuite s'ouvrir à d'autres choses. Alors que souvent, la tendance de beaucoup de familles EF est de se dire « je vais prendre le meilleur de tout ». Et en fait, quand on prend le meilleur de tout, on aboutit à un gloubi-boulga qui ne ressemble plus à grand-chose. Et on a quelque chose qui est moins bon que si on s'était contenté de suivre une pédagogie intégralement. Et je pense que c'est seulement quand on maîtrise cette pédagogie qu'alors on peut s'ouvrir à d'autres choses par de petits apports ponctuels. D'accord, eh bien écoute, je pense que nous allons pouvoir en rester là et rentrer dans Credo de 45 minutes. dans les créneaux impartis. Hein. Il faudra rajouter le générique. Peut-être 2-3 petites coupures au milieu. Et non, merci infiniment chérie d'avoir pris la parole devant un micro. Je sais que ça n'est pas ce que tu préfères. Mais quand je vois le nombre de questions qui portaient sur, tu m'as dit le rôle du papa, sur ton rôle à toi, je pense que tout le monde appréciera que tu aies pu être avec nous ce soir. Et puis je ne sais pas, peut-être qu'on recommencera dans 1 an ou 2, si on a d'autres questions. Tu ne fais pas de promesses, c'est ça? voilà. Bon, eh bien, merci. Avant de clore cet épisode, je voudrais simplement vous rappeler le concours que j'ai ouvert pour le lancement de ce podcast Montessori à la maison avec les Montessori 7. Si vous voulez avoir une chance de remporter un des 2 jeux des éditions La Caverne que j'ai mis en jeu, le jeu Mystique, les Saints de la Légende dorée et le jeu Dynastie des Mérovingiens, eh bien il vous suffit d'aller sur Apple Podcast, si vous avez un iPhone, ou d'aller sur iTunes, si vous avez un PC, voilà, je cherchais le nom, et de mettre une note et un avis à ce podcast. C'est la meilleure façon de le faire connaître et de faire passer le message à d'autres personnes que vous avez trouvé ce podcast intéressant et qu'ils y trouveront peut-être des choses intéressantes. Dès que nous aurons atteint les 100 premiers avis, je tirerai au sort parmi ces avis le grand gagnant. Et puis je l'annoncerai évidemment sur le podcast. Donc abonnez-vous pour être tenu au courant si jamais vous avez gagné. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, parce que pour nous c'est le soir, une bonne journée si pour vous il est plus tôt. Et si vous avez d'autres questions, eh bien vous pourrez toujours les poser sur la page du podcast. Le lien est dans la description de cet épisode. Et vous pouvez me laisser un petit message vocal avec votre question que je pourrai insérer dans un prochain épisode. Encore merci chérie,
Et puis, à bientôt.